tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bout d'histoire du cinéma avec Pierre Richard. Alors, il peut y avoir, je le dis à chaque fois, il peut y avoir des bruits en arrière-fond, parce qu'il faut savoir que là j'ai mon lapin avec moi. Et un lapin, ça court, ça gratte le sol, ça fait plein de bruit. Donc s'il y a des petits bruits qui interfèrent, bah c'est pas moi, c'est lui. Voilà. Et c'est une bonne référence à Pierre Richard d'ailleurs, cette phrase. Donc maintenant que cette petite mise au point est faite, on va pouvoir commencer cette petite biographie de Pierre Richard. Alors, Pierre Richard Maurice Charles Léopold Defay est né le 16 août 1934 à Valenciennes. Il est né dans une famille de la grande bourgeoisie ayant pour père Maurice Defay, industriel, et de Madeleine Polazini. Il grandit avec sa mère et ses deux grands-pères, car son père part de la maison familiale avant sa naissance. Ce n'est qu'à 7 ans qu'il réapparaît dans la vie du petit Pierre Richard, qui est un prénom composé par sa mère en hommage à Pierre Richard Wilm, son acteur préféré. Il a très peu sympathisé avec son père et souffrit donc d'un mal paternel toute sa vie, mais il est quand même entouré de ses grands-pères, et un des deux lui fait penser à l'acteur Rému qui reste son acteur préféré. Lycéen, pas très assidu, il passe son temps au cinéma. C'est là qu'il aura la révélation de vouloir devenir acteur en voyant le film Un fou s'en va en guerre avec Danny Kaye dans le rôle principal. En 1953, il rejoint les cours d'art dramatique à l'école Charles Dulin, où de nombreuses vedettes sont passées comme Jean Marais, Jacques Dufilot, Alain Cuny, Jean-Louis Barrault ou encore Madeleine Robinson. En 1958, il décroche un petit rôle dans le feuilleton La Belle Équipe, où se faisant créditer Pierre Richard Defay, il se fait reprendre par son père qui lui demande d'enlever son nom de famille, tout en lui disant qu'il n'a aucun talent, dont son nom de Pierre Richard qu'il utilisera à partir de ce moment-là. À partir de là, il entamera des études de kiné, tout en jouant dans des sketchs avec ses amis comme Victor Lanoux, avant d'être enfin remarqué, comme nous l'avions dit dans la vidéo sur Philippe Noiret, dans Alexandre le Bienheureux, pour son hyperlaxité en 1968. Le premier film dont on va parler, c'est Le Distrait, donc de Pierre Richard, sorti en 1970, sur un scénario de lui-même et André Ruellan. Dans ce film, Alexandre Guiton, interprété par Bernard Blier, accepte d'empocher Pierre Malaquet, interprété par Pierre Richard, dans son entreprise publicitaire, en partie pour son imagination débordante. Mais c'est un grand distrait. Le film est composé donc de beaucoup de gags, basés sur des quiproquos ou malentendus, et aussi l'imagination du protagoniste principal, et aussi des gaffes et tout ça. C'est un scénario simple, mais c'est le premier film de Pierre Richard en tête d'affiche et sa première réalisation. Dans ce film, il met sa propre personne dans le rôle de son personnage, car oui, Pierre Richard est vraiment un homme distrait qui ne fait pas exprès d'avoir la tête ailleurs, il est comme ça depuis qu'il est petit. C'est Yves Robert qui proposa à Pierre Richard de produire son film pour se faire connaître suite au fait qu'il ait remarqué son talent. C'est peut-être pour cela que l'on retrouve aussi de grands noms du cinéma français comme Maria Pacôme, Paul Prébois ou encore Robert Dalban, et aussi l'une des premières apparitions de Marie-Christine Barrault juste après Ma nuit chez Maud de Romer. C'est Vladimir Cosma qui composera la musique du film, thème assez entêtant qui ressemble à celui des Malheurs d'Alfred, comme pour montrer une continuité dans la réalisation de Pierre Richard. Le film fit 1 424 216 entrées lors de sa sortie, ce qui est une bonne réussite pour un réalisateur presque méconnu à ce moment-là. Le deuxième film dont on doit parler, c'est un grand classique du cinéma français, c'est ce qui a fait connaître énormément Pierre Richard. C'est Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, sorti en 1972 sur un scénario donc d'Yves Robert et de Francis Weber, d'après le roman La cinquième corde d'Igal Shamir. Le film raconte l'histoire du colonel Louis Toulouse, interprété par Jean Rochefort, chef des services secrets français qui est compromis dans une affaire de trafic de stupéfiants avec les États-Unis. Mais en fait, il découvre que dans cette affaire, c'est son adjoint Bernard Milan, interprété par Bernard Blier, le vrai coupable. Il va alors tendre un piège à celui-ci en choisissant un homme à l'aéroport et en le faisant passer pour un agent secret. Cet homme, c'est François Perrin, interprété par Pierre Richard,
violoniste qui se fait remarquer par le fait qu'il ait une chaussure marron et l'autre noire. Milan va alors se mettre à épier tous les faits et gestes de cet homme qui n'a rien à voir dans toute l'histoire. Le film est un succès total, c'est un film d'espionnage parodique, rempli de gags parfaits pour Pierre Richard qui avait étonnamment pas été envisagé du premier coup, puisque c'était à Claude Rich que Yves Robert pensait au début, parce qu'il avait déjà fait Les Copains avec lui, et finalement il imposera à la Gaumont Pierre Richard, qui ne voulait pas, enfin c'était surtout la Gaumont qui voulait pas que Pierre Richard, tout comme Jean Carmé, soit dans le film. On va chercher pourquoi. Au final, le film s'est fait comme il s'est fait avec Pierre Richard et Jean Carmé, et c'est tant mieux. Le film est aussi iconique pour sa musique. Une nouvelle fois composé par Vladimir Cosma, le thème du film, s'appelant Sirba, s'inspire d'une danse traditionnelle roumaine avec des instruments de musique peu conventionnels comme le cimbalum ou le naï, qui j'espère que je prononce bien les noms, qui est une flûte de pan, ce qu'on entend principalement dans la musique, vous allez me dire. Le film est bien sûr aussi hyper connu pour la robe que Mireille Darc portera. Déçue de n'avoir que 8 jours de tournage sur le film, elle fera faire une robe avec un décolleté dans le dos iconique qui montre le début de l'arrêt de ses fesses, ce qui surprit réellement Pierre Richard qu'elle n'avait pas prévenu sur le plateau. Le film fit 3 471 266 entrées et remporta l'Ours d'argent au Festival international du film de Berlin. Le film connut une suite en 1974, mais pour moi la suite n'est pas aussi bien ficelée et pas aussi drôle. Et un remake américain, L'homme à la chaussure rouge, avec Tom Hanks dans le rôle principal. Bref, le film donne une renommée nationale à Pierre Richard, voire internationale pour le remake, qui est reconnu par sa famille, sauf son père bien sûr, parce que quand on a un con, c'est pour toujours, et par le public français comme étant un nouveau grand comique, à l'instar de Louis de Funès, qui se fait plus rare à l'écran. Le troisième film dont je vais parler, il est un petit peu plus méconnu, moi j'avoue que je le connaissais pas de nom. C'est Un nuage entre les dents de Marco Pico, sorti en 1974 sur un scénario d'Edgar de Bresson et Marco Pico. Dans ce film, Malizard, interprété par Philippe Noiret, et Prévost, interprété par Pierre Richard, sont deux journalistes toujours à l'affût d'un scoop jusqu'à ce que Prévost perde ses jumeaux, qui l'emmènent souvent avec lui sur le terrain. Pendant tout le film, les deux personnages principaux vont chercher les jumeaux de Prévost dans une ambiance plus ou moins tendue entre les deux personnages. Il est intéressant de noter qu'aucun des deux acteurs ne l'emporte sur l'autre dans ce film. Il n'y a aucune relation d'un plus fort que l'autre, même si on pourrait croire que Philippe Noiret, avec sa carrure et sa gouaille, pourrait prendre l'ascendant sur Pierre Richard. C'est pas du tout le cas. C'est aussi un rôle plus dramatique que les précédents pour Pierre Richard, contrairement à ses films précédents. Même s'il s'agit d'une comédie, Pierre Richard montre qu'il sait jouer un personnage sérieux dans un contexte plus compliqué. En vérité, le film dénonce la presse dite excessive qui se servent du moindre scoop pour faire le plus de tirages possible. Ici, le directeur du journal, joué par Claude Pieplu, se sert de l'enlèvement des enfants de Prévost pour faire du tirage, et tout ça, il le fait dans le dos de l'intéressé en plus. Donc ça montre bien la presse excessive. Le film fait aussi une référence à Fantomas dans la scène du portrait robot qui reprend les visages de Malizard et Prévost, comme cela l'avait été dans Fantomas pour le commissaire Juve dont l'identité avait été empruntée par Fantomas. Hop, petit clin d'œil. Alors le quatrième film dont je vais parler, je l'ai vu il y a longtemps, mais il m'a quand même un peu marqué parce que ça m'a fait très rire. C'est On aura tout vu de Georges Lautner, sorti en 1974 sur un scénario original de Francis Weber. Dans ce film, Pierre Richard interprète François Perrin, un photographe qui veut se lancer dans le cinéma avec son scénario intitulé Le miroir de l'âme. Il tombe sur un producteur véreux, interprété par Jean-Pierre Mariel, qui est en réalité un producteur de films porno, qui réintitule le film La Vaginale. Alors déjà là, vous avez le pitch où vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc si vous l'avez pas vu.
Et la copine de François, interprétée par Miu Miu, qui devait jouer dans le film, bah forcément n'a plus envie de jouer dedans et pousse François à s'imposer pour faire le film qu'il voulait faire à la base. Le film est très drôle, mais surtout une dénonciation de l'industrie du film X qui commence son essor dans les années 70, notamment aux États-Unis, et surtout parce que bah, il commençait à faire des parodies de films célèbres pour attirer les foules, donc bah, là c'est un bon moyen de le dénoncer, puisqu'on part d'un scénario très original, très cucu, j'ai envie de dire, et on le transforme en truc bien gore, bien horrible. Enfin, je vais pas dire ce qui se passe dans les scènes parce que j'ai pas envie d'être censurée, mais voilà. Si le film sort du genre de film familial que Pierre Richard avait l'habitude de faire, l'innocence dont il fait souvent preuve dans son jeu fonctionne parfaitement avec le scénario. Mention spéciale aussi à Gérard Jugnot qui interprète le scénariste Plouménec, alors déjà le nom, et fait donc les réécritures hilarantes du film. Alors à chaque scène où est-ce qu'il fait part des réécritures à Pierre Richard, vraiment c'est un fou rire. Parce que, bah, enfin, Gérard Jugnot, je pense que vous connaissez son jeu et tout, et vraiment, il est très drôle. C'est un de ses, je dirais, un de ses premiers bons rôles à Gérard Jugnot, même si c'est pas le premier rôle, et il est vraiment très bon. C'est à cause de ce film, mais aussi pour le suivant, que Pierre Richard refusa le rôle de Gérard Duchemin dans L'aile ou la cuisse, en laissant le public français sur la fin de voir deux grands comiques de l'époque réunis ensemble. Bah tant pis. Donc le cinquième film dont on va parler, c'est un autre film connu de Pierre Richard. En plus, en ce moment, il est sur Netflix, alors allez le regarder. Enfin, je crois qu'il est toujours. C'est Le Jouet de Francis Weber, sorti en 1976. Donc le scénario est également de Francis Weber, et on peut noter que Pierre Richard a participé à la production. Même si le film est assez connu, bah, je vais rappeler l'histoire, comme d'habitude. Je vais pas vous laisser comme ça sur la fin. François Perrin, interprété par Pierre Richard, est un journaliste qui, par malchance, se trouvant dans une boutique de jouets, est choisi par Éric Rambal-Cochet, l'enfant gâté de son patron, Pierre Rambal-Cochet, interprété par Michel Bouquet, pour être son jouet. Bien que réticent au début, François Perrin va jouer le jeu et nouer une relation particulière avec l'enfant. Le film fait référence à la vie de Pierre Richard, qui, comme je l'avais dit en intro, a vécu une enfance sans vraiment avoir de père à ses côtés, comme l'enfant dans le film, d'où l'implication importante de Pierre Richard dans ce film, notamment bah, ça se voit au niveau de la production. Le film aborde donc le thème du père riche peu présent pour son film, et surtout celui de l'argent. L'argent qui peut tout acheter, même une personne, ou encore une maison, dans la scène où Bouquet achète une maison, qui n'est pas à vendre pour son fils, et montre ainsi le pouvoir qu'il a. Pierre Richard joue très bien ce rôle puisqu'il connaît les sentiments que son jeune collègue acteur et c'est plutôt émouvant dans le rôle qu'il joue puisque si le jouet paraît être une comédie au premier abord, c'est finalement une comédie assez dramatique. Michel Bouquet a joué aussi très bien dans ce film, à tel point qu'il était tellement froid avec l'enfant pendant les prises que l'enfant avait plus ou moins peur de lui entre les prises. C'est assez cocasse, sachant que Michel Bouquet n'était pas du tout méchant en vrai. Mais bon, bah du coup, on peut dire que c'était un très bon acteur. Le film fera 1 249 452 entrées, ce qui est plutôt pas mal, mais loin de l'aile ou la cuisse que Richard a refusé. Le film aura tout de même 3 nominations au César, dont celui du meilleur scénario, du meilleur décor et de la meilleure photographie. Le film eut un remake américain appelé The Toy, avec pour acteur principal Richard Pryor, et plus récemment en France, on a eu le remake intitulé Le Nouveau Jouet, avec Jamel Debbouze dans le rôle du jouet. Le sixième film dont on va parler, c'est pareil, je trouve que c'en est un qui ressort pas assez de la filmographie de Pierre Richard. C'est La Carapate de Gérard Houry, sorti en 1978 sur un scénario original de Gérard Houry et Daniel Thompson. Alors on va me dire, mais pourquoi t'as pas choisi le coup du parapluie? Tout simplement parce que j'ai préféré La Carapate au coup du parapluie, voilà.
Le film se déroule en mai 68, où le maître Jean-Philippe Duroc, interprété par Pierre Richard, et l'avocat de Martial Gollard, interprété par Victor Lanoux, qui se retrouvent tous deux en cavale suite à une évasion de la prison, où la police pense que Duroc a aidé Martial à s'enfuir. Les deux vont donc se balader en cavale dans la France pour échapper à la police. Et pendant que je raconte ça, il y a mon lapin qui est en train de gratter le sol. Merci. C'est là qu'on voit que c'est l'une des premières confrontations entre le plus fort, donc Victor Lanoux, et le plus faible, Pierre Richard, bien avant la chèvre, et c'est intéressant car Martial n'a rien à y perdre. Alors, il fait les 400 coups avec un Pierre Richard en totale contradiction avec lui. Ce film met aussi en opposition les personnages d'un point de vue politique. En effet, mai 68 comme contexte n'a déjà pas été choisi au hasard, ça fait 10 ans que ça a eu lieu. Mais en plus, Pierre Richard incarne un gauchiste et Victor Lanoux un fasciste, ce qui pourrait donc ne pas coller entre les deux. D'ailleurs, cela n'était pas Victor Lanoux qui était prévu à la place dans le rôle de Martial, mais mon petit Patrick Devers. Sauf qu'il refusera, car pour lui les événements de mai 68 n'étaient pas des événements à tourner au ridicule au cinéma. C'est donc le retour du duo Richard Lanoux qui avait commencé leur carrière ensemble par le biais de sketchs, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ah, le 7e film, c'est un bonheur d'en parler tellement il me fait rire. Je pense qu'il fait rire beaucoup de gens. C'est La chèvre de Francis Weber, sorti en 1981, sur un scénario de Francis Weber, forcément. Parce que Francis Weber, il fait tout lui-même. La chèvre, c'est l'histoire d'un enlèvement, celui de Mary Benz, la fille d'un célèbre PDG. Ce PDG, Alexandre Benz, embauche un détective privé, Campana, interprété par Depardieu, pour retrouver sa fille qui pourrait être dans n'importe quelle partie du monde. Après l'échec de sa mission, Meyer, un ami de Benz, a l'idée d'utiliser un homme qui travaille sous la direction du PDG en jouant sur la malchance de cet homme appelé François Perrin. Et donc interprété par notre petit Pierre Richard. C'est alors que les deux vont se mettre à aller chercher après la fille de Benz en utilisant la poisse de Perrin, thèse à laquelle Campana ne croit pas, homme qui croit à la science. Le film repose sur le duo formé par Weber, à savoir Campana, gentil fort mais quand même un peu colérique, et qui ne croit pas à la malchance de Perrin, donc comme j'avais dit, et Perrin, ultra naïf, qui se croit réellement asservi d'une mission importante et accepte la malchance qui le poursuit sans vraiment y prêter attention. À la base, les deux rôles principaux devaient être pour Lino Ventura et Jacques Villeray, mais Lino, je suis étonnée parce que Lino d'habitude il est plutôt sympa, il voulait pas tourner avec Villeray. Et du coup, Weber confiera plus tard le rôle que l'on connaît à Villeray dans Le Dîner de cons pour s'excuser de ce désaccord avec Lino Ventura. Il y a eu quelques incidents durant le tournage. Déjà Depardieu qui buvait comme un trou, et du coup qui s'est fait engueuler par Weber. Ça c'est pas très étonnant. La guêpe qui pique Pierre Richard dans le dard, dont le dard avait été retiré, a mordu Pierre Richard. Lui, une guêpe, ça mord, apparemment. Le serpent que Campana tue, qui passait son temps à s'enfuir. Et enfin, un scorpion qui piqua Depardieu. Mais malgré ça, le film est quand même un succès fou. Le film fit plus de 7 millions d'entrées en France et 35 millions d'entrées en Union soviétique. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Le film connut un remake américain, Pure Luck, avec Martin Short et Danny Glover dans les rôles principaux, mais ne connut pas un succès aussi important que notre bonne version française. Et surtout, le film, c'est le deuxième film de Francis Weber en tant que réalisateur et le premier d'une trilogie Richard Depardieu. Le 8e film, pareil, je trouve que c'est un film dont on parle pas assez. Moi, c'était un coup de cœur quand je l'ai vu. C'est Un chien dans un jeu de quilles de Bernard Guillou, sorti en 1983 sur un scénario original de Bernard Guillou, Régis Clergue Duval et Denis Seurat. Le film raconte l'histoire de Joseph Cohen, interprété par Jean Carmé, menacé d'expulsion de chez lui afin d'en faire une décharge.
Pour venir à son secours, il va faire appel à son frère Pierre, à qui il n'a plus parlé depuis un moment. Les deux vont alors se confronter, mais aussi s'allier pour combattre ceux qui veulent prendre la maison. Ici, deux mondes se confrontent. Le monde rural, représenté par Jean Carmé, qui est rempli de clichés campagnards, comme cela l'avait pu être dans La Soupe aux choux, et l'autre, le monde urbain, représenté par Pierre, psychologue qui pourtant se bat pour garder la maison familiale, et au passage se venge de quelques personnages dont il avait été victime avant de partir pour la ville. Le film critique comme La Soupe aux choux l'urbanisation des villages avec un maire énervant, interprété par Julien Guillaumard. Décidément, mais Julien Guillaumard, c'est un très bon acteur parce que à chaque fois, il arrive à me faire détester son personnage. Si je peux en citer un, Tricatel par exemple, je peux pas le blairer. Là, c'est pareil là-dedans, je ne pouvais pas le blairer. Je trouve que ce film, on n'en parle pas assez dans la filmo de Pierre Richard. Pourtant, il est très intéressant. Il n'utilise pas les gags qui ont fait connaître Pierre Richard. Là, c'est l'histoire et les dialogues qui font le film. En plus, Pierre Richard, il aime beaucoup ce film. Il aurait aimé qu'il ait plus de succès, donc foncez le voir si vous avez l'occasion de le voir, si vous avez le DVD, de le revoir. Voilà. Le film dont je voudrais parler, c'est Le Jumeau d'Yves Robert, sorti en 1984 sur un scénario d'Elisabeth Rapneau, qui est la sœur du réalisateur Jean-Paul Rapneau. Le film raconte l'histoire de Mathias Duval, un chef d'entreprise qui, après avoir perdu au poker, rencontre chez un de ses amis Liz Kerner, une riche américaine, qu'il drague directement. Celle-ci lui fait part qu'elle a une sœur jumelle, Betty. C'est alors que Mathias fait croire qu'il a un jumeau appelé Mathieu. Il va alors jouer de cette histoire pour pouvoir sortir avec les jumelles, sauf que les jumelles ont un plan. Pour hériter de l'argent de leurs parents décédés, c'est celle qui se mariera la première qui aura la plus grosse part de l'héritage. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est déjà le fait qu'il ait été créé par une femme, et ce qui fait peut-être son charme d'ailleurs. C'est que pour une fois, c'est que l'homme croit contrôler la situation alors qu'il se fait mener en bateau par des jumelles quelque peu diaboliques. Ce qui est bien fait aussi, c'est que l'on voit que Mathias est en confiance car il est le narrateur du film et raconte son plan au fur et à mesure, sans se douter ce qui se trame dans son dos. Et limite, il se prend pour un agent secret, le gars. Ce qui est bien aussi, c'est que les jumelles sont interprétées par de vraies jumelles, à savoir Camilla Mort et Carré Mort. Le film connaîtra aussi son remake américain, intitulé Too Much, avec Antonio Banderas dans le rôle de Mathias, j'ai du mal à y croire, et Melanie Griffith et Daryl Hannah interpréteront des sœurs et non des jumelles comme dans le film original. Le dernier film dont je vais parler, déjà c'est mon préféré de la trilogie de Weber avec Depardieu et Richard, et du coup mon film préféré avec Pierre Richard. C'est Les Fugitifs de Francis Weber, sorti en 1986, donc toujours sur un scénario original de Francis Weber. Les Fugitifs, c'est l'histoire de François Pignon, interprété par Pierre Richard, homme désespéré car sans argent et a à charge sa fille. Il décide de cambrioler une banque où se trouve Jean Lucas, interprété par Depardieu, ancien braqueur de banque qu'il prend en otage lors de sa tentative de braquage. Lucas ayant été blessé à la jambe lors de la fuite, les deux doivent se cacher chez un vétérinaire qui a soigné Lucas, et la fille de Pignon veille sur Lucas qui refuse son aide. La fille de Pignon ne parle plus depuis la mort tragique de sa mère et s'attache à Lucas qui paraît très dur alors que ce n'est pas le cas. Lucas tente de sauver la vie de Pignon en lui confiant de se rendre à la police, ce qu'il fait, mais la petite fille se retrouve en centre où elle se laisse mourir de chagrin. Les deux hommes qui se sont alors liés vont sauver la fille et s'enfuir de France. Ce film est tout simplement, comme j'ai dit, mon préféré de la trilogie. Car si les deux premiers étaient plus drôles dans ce film, il est importé une certaine douceur au personnage de Pierre Richard qui est un homme désespéré prêt à tout pour garder sa fille, et Lucas qui finit par s'attacher à Pignon et sa fille, notamment dans deux scènes touchantes, celle où Lucas dort avec la petite fille dans ses bras et quand il porte Pignon, qui porte sa propre fille parce qu'il ne veut pas la lâcher une fois qu'il l'a retrouvée.
Après, il y a tout de même des scènes drôles, je pense notamment à la perruque, quand Pierre Richard doit se travestir pour passer la frontière, ça c'est un moment hyper drôle qui m'a fait mourir de rire, hein. Et la musique de Vladimir Cosma représente bien l'atmosphère du film, elle est très belle à écouter et représente l'espoir à la fin du film, enfin bref, j'adore tout dans ce film je crois. Weber fera un remake de son propre film intitulé Free Fugitive en Amérique avec pour acteurs Nick Holt et Martin Short. Encore ce mec-là, je sais pas qui c'est. Enfin bref. Le film fera presque 5 millions d'entrées en France. Enfin là je parle des fugitifs normaux, pas du remake. Et 27 millions d'entrées dans le monde, ce qui montre bien son impact dans le monde du cinéma. Il a aussi été nominé pour le César du meilleur second rôle pour Jean Carmet qui interprète le vétérinaire qui soigne Lucas, et du César du meilleur scénario original pour Francis Weber. C'est la dernière collaboration de Pierre Richard avec Francis Weber, qui lui en voudra pour ne pas avoir été choisi pour le rôle que Jacques Villeray interprétera dans Le Dîner de Cons. Mais bon, j'ai envie de dire à chacun son moment de gloire. Pierre Richard a désormais 89 ans. Enfin, il va sur ses 90 ans cette année. Et toujours actif au cinéma. Ouais. Récemment, on a pu le voir jouer dans le rôle de Panoramix dans le dernier Astérix Obélix, film dont je ne ferai pas l'éloge, mais cela montre que l'acteur, toujours connu, est toujours choisi par les acteurs de la nouvelle génération qu'il a inspiré. Car oui, Pierre Richard, c'est un personnage singulier qui a laissé et continue de laisser son empreinte dans le monde du cinéma. Il est aussi une référence dans le genre gaffeur, car on appelle souvent les gens gaffeurs des Pierre Richard. Bon, ça, je ne sais pas si c'est trop valorisant pour lui, mais ça montre son impact dans la culture populaire française. Bref, Pierre Richard, on ne peut que l'apprécier et admirer le travail et l'énergie qu'il a mis dans tous ses rôles au fur et à mesure de sa vie. On espère que ça va continuer ainsi pour lui. Je crois que c'est la deuxième vidéo où je parle de quelqu'un qui est encore vivant. Ça fait plaisir des fois aussi de parler des vivants quand même. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, parce que ça valorise mon travail, ça me montre que vous appréciez mon travail, donc c'est toujours cool à prendre. D'aimer, de partager, de commenter, des commentaires constructifs bien sûr. N'hésitez pas à me dire quel est votre film préféré de Pierre Richard et qu'est-ce que vous pensez de Pierre Richard. Et du coup on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, enfin j'espère tenir le rythme. Et du coup comme d'habitude, j'espère vous laisser avec un petit extrait. Si on n'a pas, ça veut dire que YouTube me l'aura censuré, voilà. À bientôt.